Bonjour tout le monde, bon vendredi. Je laisse quelques secondes aux gens arriver. Prenez un instant pour nous écrire dans la boîte de chat qui vous êtes, d'où vous venez, votre rôle. On aime bien toujours savoir qui est avec nous aujourd'hui, là. Donc, écrivez-nous. Vous avez une petite boîte là, pour pouvoir nous écrire ici à l'équipe. Aujourd'hui, on est en famille. On a avec nous Yves Couturier, Jean-Sébastien Paquette et Alain Vanasse, directeur du rappel de l'Université Laval, Jean-Sébastien Paquette, le directeur scientifique du réseau 1, Yves Couturier, et le directeur scientifique de l'unité soutien, Alain Vanasse. Aujourd'hui, c'est un peu un grand jour pour nous. On vous présente un peu le fruit d'efforts quand même de longue haleine pour arriver à vous présenter la plateforme Accès Recherche, donc vraiment une innovation conjointe du réseau 1 et de l'unité soutien qui vise vraiment à faciliter la recherche en première ligne. Donc, on est vraiment très excités de vous présenter ça aujourd'hui. Juste pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement pour ceux qui ne sont pas habitués à notre plateforme de webinaire. Donc, tout au long de la présentation, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou vous avez des commentaires, écrivez-nous-les. Vous avez une boîte pour pouvoir le faire là, dans l'interface du webinaire. Sinon, il va y avoir une période de discussion quand même à la fin du webinaire. Donc, vous allez pouvoir lever la main à ce moment-là. On ouvrira votre micro, vous pourrez discuter avec nos présentateurs ou sinon, là, vous pouvez nous les écrire tout au long de la présentation. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous écrire aussi. On a un support technique là, qui va pouvoir vous aider. Sans plus tarder, je passe la parole à Yves qui va nous présenter, qui va nous lancer ce webinaire. Yves, on te donne le contrôle sur la présentation. Très bien, merci. Alors, je projette le diapo. Je présume que vous voyez bien. Alors, d'abord, bonjour à tout le monde. On est effectivement très content de vous partager le fruit de ce travail de longue haleine qu'on fait conjointement avec l'unité soutien, avec les rappels, bien entendu. C'est un moment qui est super important pour nous parce qu'on pense que ça va permettre pour les prochaines années de se doter collectivement d'une condition importante pour le développement de la recherche en première ligne au Québec. Cette condition-là, particulièrement, consiste à donner davantage de capacité au rappel, à accompagner les recherches, les chercheurs qui veulent travailler en première ligne. Alors, vous savez que la première ligne est par nature un objet d'intérêt pour beaucoup de chercheurs, mais beaucoup d'entre eux ou d'entre elles se butent à des difficultés concrètes d'accès au terrain. Donc, ce qu'on propose, c'est un dispositif qui va aider la communauté des chercheurs à avoir un accès coordonné, adapté, conséquent, adéquat aux besoins de la recherche en première ligne. Peut-être attirer votre attention sur ce qu'on voit à l'écran. Vous allez peut-être remarquer, mais c'est pas évident au premier coup d'œil, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il y a deux couleurs. Le accès, c'est la couleur bleue de l'unité soutien, alors que le jaune ou le orange, je ne sais pas trop, là, la couleur jaune, est celle qui est présente dans le logo du réseau 1. Donc, on voit bien que c'est un projet conjoint qui découle d'une concertation forte entre les deux organisations. Cette concertation-là, elle est unique, ou pratiquement unique au Canada. On est des leaders en termes de synergie entre un réseau et une unité de soutien. Deuxième remarque que je fais avant de passer la parole à Alain, j'attire votre attention sur les deux petits triangles qui sont là, qui indiquent ce qu'on veut faire, c'est-à-dire la rencontre d'une recherche faite par, pour, proche des milieux pratiques, qui est ascendante, et une recherche un peu plus classique qui veut aller vers les milieux pratiques. Donc, ça, c'est le triangle descendant. On fait donc un effort. J'ai un petit message qui m'est apparu. Alors, on fait un effort via ce dispositif-là, cet accès recherche-là, pour permettre aux deux mouvements fondamentaux de la recherche de se rencontrer concrètement sur le terrain. Alors, je donne la parole à Alain. Alain, on ne t'entend pas. Juste un petit instant.
OK. Là, tout le monde C'est beau. m'entend. Je vous remercie de participer à ce webinaire. Donc, l'idée de faire comment c'est venu cette idée de faire une plateforme de recherche? L'unité de soutien et le réseau 1, là, on se courtise depuis à peu près 2-3 ans sur des projets terrain. Puis, on s'aperçoit en vivant ensemble, un à côté de l'autre, qu'on partage à peu près les mêmes intérêts de recherche, on partage les mêmes chercheurs. En fait, on est un peu des vases comme des diagrammes de veines là, où on se recoupe. On partage l'expertise. Alors, de cette réflexion-là et de cette proximité-là est venue l'idée de pourquoi pas développer une plateforme de recherche où l'expertise et les infrastructures de l'unité de soutien pouvaient bien se marier avec l'expertise et les infrastructures plus terrain du réseau 1. L'unité de soutien, nous, on s'oriente un petit peu plus, là, on s'oriente en continuité. Actuellement, on est en renouvellement pour une deuxième phase et on veut que cette deuxième phase-là soit en continuité avec ce qu'on a développé dans la première phase. Donc, vraiment la recherche axée sur le patient. Puis, dans la première phase, on était plus en soins de première ligne. Là, on évolue, on élargit ce concept-là de soins de première ligne vers trajectoire de soins parce que quand on prend une perspective patient, bien, les patients, eux, ils ne voient pas ça, là, la première, la deuxième, la troisième ligne. Pour eux, ils naviguent à travers un système de soins et donc ils font des trajectoires dans leur parcours de santé ou de maladie. Donc, on a élargi le concept de trajectoire de patients vers la trajectoire de soins. Et en fait, on veut aussi que le soutien à la recherche qu'on donne ne serve pas juste aux chercheurs, mais puisse arriver à vraiment transformer les pratiques cliniques, les pratiques organisationnelles. C'est pour ça qu'on s'oriente dans la deuxième phase vers une approche plus de système de santé apprenant. Donc, en conclusion, ce que la plateforme va nous permettre, je pense collectivement au Québec, c'est vraiment de pouvoir développer des connaissances, des nouvelles connaissances qui vont permettre d'améliorer les pratiques là, dans la réalité de tous les jours et faire une différence là, dans la santé et le vécu là, des patients. Donc, je pense qu'on se donne ici là, un bon levier, un formidable levier même, comme le mentionnait Yves, un peu unique, de faire de la recherche là, et de supporter les changements de pratique. Yves, je te repasse la parole. Merci. Jean-Sébastien Paquette, qui est le directeur du rappel de l'Université Laval, va nous présenter la suite du diaporama. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité pour présenter. En fait, mon rôle aujourd'hui, c'est de parler des rappels. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un rappel, c'est le réseau réseau de recherche axé sur les pratiques de première ligne. Dans le fond, le réseau 1 Québec travaille de concert depuis près de 6 ans là, avec les responsables de chaque rappel. Et donc, on se rencontre régulièrement là, à tous les mois depuis ce temps-là pour essayer de voir comment on peut aider, de favoriser la recherche, le déploiement de la recherche là, en première ligne. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est on a travaillé depuis la dernière année à élaborer un nouveau modèle pour le service de facilitation de la recherche au Québec, un peu comme Dr. Vanas a dit, en concert avec l'unité de soutien et le réseau. Prochaine diapositive. Donc, un rappel, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un réseau de recherche axé sur les pratiques de première ligne. Mais en gros, c'est quoi? En anglais, on dit un Practice-Based Research Network ou PBRN. Donc, si vous allez dans la littérature voir des articles en anglais, vous allez trouver cet acronyme. Est-ce que vous avez changé la diapositive? Ah, parfait. Donc, dans le fond, nous, on est une équipe. Donc, je vais en parler tout à l'heure, mais chaque unité
université a son propre rappel au Québec. Donc, notre équipe ici à l'Université Laval, c'est donc moi, je suis le directeur clinique du réseau, avec France Légaré, qui est la directrice scientifique et la fondatrice là, du réseau. Et on a aussi une coordonnatrice qui est Hélène Elidard. Donc, mais chaque université a ses propres intervenants. Et notre mandat est vraiment de faciliter l'implantation des activités de recherche dans les milieux cliniques et vice-versa. Donc, pour que les milieux puissent participer aux travaux des chercheurs, mais on veut aussi favoriser qu'il y ait des projets qui émergent des milieux, donc un bottom-up, comme on dit, là, qui pourrait avoir, dont on veut qu'il se réalise. Donc, notre expertise, c'est plusieurs activités qu'on a réalisées avec les années. On a développé une certaine connaissance des milieux cliniques. Donc, on comprend les priorités, les champs d'intérêt puis les capacités des milieux. Moi-même et France, on est des cliniciens, donc on travaille, on connaît bien la réalité des GMFU, donc les groupes de médecine de famille universitaires qui sont des cliniques où les résidents vont enseigner, vont apprendre à devenir des médecins de famille. Et on connaît aussi bien la réalité des chercheurs, donc qui sont plus dans le milieu universitaire là, à produire des nouvelles connaissances. Donc, on est le maillon clé entre les cliniciens et les chercheurs. Une prochaine diapositive. Donc, les rappels vont employer une approche on dit novatrice, c'est-à-dire qui est entreprise en collaboration avec des chercheurs, des cliniciens, des patients et des gestionnaires. Elle est aussi une approche qui est interdisciplinaire, hein, donc on essaie d'aller chercher tous les intervenants en première ligne. Va se dérouler aussi près des milieux cliniques, donc axé sur la pratique. Et on veut qu'elle entraîne des bénéfices pour les patients, donc une recherche qui est axée sur le patient. Souvent, on va attendre des gens on va s'attendre que dans les projets de recherche, il y a des patients partenaires, des gestionnaires et tous les autres intervenants. Également, ça va impliquer une collecte de données qui va respecter la réalité de nos milieux. Donc, on ne veut pas que les projets vont désorganiser la pratique clinique. Et notre mentalité, c'est de considérer la recherche comme un moteur d'innovation. Donc, c'est positif. On veut des changements positifs dans les milieux. Et c'est par l'innovation qu'on pense y arriver. On va valoriser la mobilisation du savoir avec les autres, c'est-à-dire qu'on veut partager les connaissances et contribuer également au développement d'une meilleure pratique, organisation, puis faire partie d'un système de santé apprenant. Prochaine diapositive. Donc ici, on a un peu en fait, on a le Québec. Et puis, on voit les 4 rappels, donc McGill, Université de Montréal, Université Laval, Université de Sherbrooke. Ici, c'est les 4 universités qui ont des facultés de médecine. À la base, c'était surtout le réseau de chaque université a son réseau de GMFU. Donc, par exemple, l'Université Laval a ses 12 GMFU c'est ce réseau-là qui constitue le rappel, mais maintenant, il y a quelques cliniques GMF, donc non universitaires, qui vont se greffer à nos réseaux. On en a quelques-uns. Ici, la particularité au Québec aussi, c'est qu'il y a 4 rappels. Quand on regarde en Ontario, il y en a un, c'est Utopian. La majorité des États aux États-Unis ont un seul PBRN par État. Donc, le Québec est un peu différent, mais on collabore étroitement ensemble avec Réseau 1. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on travaille en équipe pour améliorer les soins de santé. Donc, prochaine diapositive. Pourquoi Accès Recherche? Donc, ce qu'on veut, c'est renforcer, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est renforcer les infrastructures des cliniques pour que les rappels deviennent des véritables moteurs d'amélioration de la pratique et de l'amélioration continue de la qualité des soins. On veut constituer les rappels d'une plateforme de recherche clinique qui va être accessible à l'ensemble de la communauté scientifique, les chercheurs, pour soutenir des projets d'envergure en première ligne, surtout ceux qui vont entraîner des bénéfices pour les patients. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Prochaine diapositive. Les valeurs qui guident nos actions, en fait, sont vraiment sont fondées sur une approche de système de santé apprenant pour le bénéfice des patients et des cliniciens. Donc, l'égalité des savoirs, la collaboration, le partage des connaissances, l'excellence, l'innovation et la transparence. Donc,
Je retourne la parole à Yves. Merci. Alors, vous comprenez bien que les rappels sont pour le réseau 1 et pour la recherche en première ligne au Québec une condition essentielle pour agir, mais c'est une condition qui est insuffisante au regard des besoins de la première ligne. Donc, ce qu'on veut faire, c'est développer ce guichet d'accès-là, et ce guichet va permettre par la suite de déployer des ressources là où ça compte, c'est-à-dire au plus près des cliniques. Donc, je vais vous présenter dans les prochaines diapos un ensemble d'informations qui vont vous permettre de comprendre vers quoi on s'en va avec cette idée-là. Alain Vanasse a déjà évoqué l'idée qu'on travaille de concert pour soutenir un système de santé apprenant. Une des conditions favorables pour faire ça, c'est d'avoir une capacité de constituer les rappels et leurs partenaires cliniques comme des laboratoires vivants. Mais ce laboratoire vivant-là ou ces laboratoires requièrent d'être accompagnés, d'avoir du soutien pour pas que la recherche soit une condition, comment je pourrais dire, de distraction des priorités cliniques. Donc, accès recherche facilitera l'accès, mais un accès ordonné, un accès qui tiendra compte des conditions de travail des cliniciens sur le terrain, un accès qui prendra appui sur une capacité concrète de connaître chacune des cliniques pour faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien. Donc, en quoi consiste le guichet en question? Alors, il va faciliter à la fois la recherche ascendante, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la recherche descendante. Sur la recherche bottom-up, les rappels ont déjà une bonne compétence et on pense que cette compétence-là servira pour des chercheurs, des réseaux de recherche, des institutions de recherche qui voudraient bénéficier de cette compétence déjà acquise dans le cadre des rappels. Alors, quels sont les objectifs stratégiques d'accès recherche? Ben, évidemment, développer la capacité de recherche en première ligne. Et là, il faut entendre la capacité à accompagner, à faciliter la recherche sur le terrain. Donc, pour ce faire, ça prend des rappels qui ont davantage de capacité opérationnelle et qui pourront offrir des services de facilitation adaptés à chacun des projets, à chacune des configurations et à chacune, évidemment, des cliniques qui voudront, évidemment, participer à ces projets-là. Ce faisant, on espère que cela va générer des ressources nouvelles pour les rappels et qui pourront, ce faisant, poursuivre leur travail, leur développement pour bien répondre aux besoins de la communauté scientifique du Québec. Un autre objectif stratégique, bien entendu, c'est de soutenir une diversité de recherche, de formes de recherche. Accès recherche va accroître la capacité des rappels à répondre à des besoins de grandes structures de recherche, mais on ne veut pas que cela entrave la capacité de répondre à des projets de recherche ou à des besoins plus locaux, émergents ou qui mobilisent des acteurs qui ont moins de ressources. Donc, on veut qu'il y ait comme une forme de capacité accrue qui servira à l'ensemble des partenaires intéressés par la recherche en première ligne. Pour faire ça, une des fonctions fondamentales des rappels qui vont être soutenus via l'accès recherche sera de soutenir une collaboration entre les différentes parties prenantes qui sera plus profonde, plus efficace, qui va faire en sorte que, par exemple, les cliniciens intéressés à la recherche ne diront pas non pour des raisons secondaires ou des raisons simplement de disponibilité, de temps de travail, etc. On peut, en se concertant, inventer des solutions adéquates à chacune des dynamiques locales. On veut, ce faisant, permettre aussi à des acteurs en recherche qui n'ont pas une porte d'entrée première pour les objets de la première ligne, mais qui ont de l'intérêt à pouvoir accéder à ce contexte-là. Donc, pour nous, c'est important et c'est en phase un peu avec ce qu'Alain Vanasse annonçait autour de l'évolution de l'unité soutien SRAP du Québec, à savoir qu'il y a plein d'autres acteurs qui aimeraient qu'il y ait une composante de leurs activités de recherche qui concerne la première ligne, et pour ça, il faut aussi les accompagner. Il faut leur offrir des services. Autre objectif, évidemment, accompagner la capacité de collaborer avec les entreprises
privés et d'autres organismes. Alors, je vous rassure tout de suite, là, ça va se faire pas à pas et dans le respect des dynamiques locales. Accès Recherche ne sera pas un vecteur d'un accès désordonné ou totalement ouvert aux milieux de pratique. Les milieux de pratique demeurent encore évidemment autonomes malgré la présence d'un tel accès. On veut bien entendu que cela permette d'accroître le nombre de subventions et publications qui concernent directement ou indirectement la première ligne. Donc, le réseau fait son travail avec d'autres pour soutenir la recherche en première ligne, mais on pense que c'est important que d'autres acteurs puissent s'intéresser de manière directe ou indirecte, donc, aux objets pertinents de première ligne. Tout ça permettra aussi de faire une utilisation adéquate ou plus adéquate des données cliniques à des fins de recherche. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un accès facilité, il faut qu'il y ait des traducteurs, des facilitateurs, etc., ce que proposera Accès Recherche. On veut bien entendu que le Québec se positionne à l'échelle canadienne et à l'échelle internationale sur ces mouvements qui soient en phase avec les évolutions internationales. Mais pour ça, on ne peut pas attendre qu'il y ait des changements structurels gigantesques. On pense que ça prend des solutions adéquates, adaptées à chacun des contextes, à chacun des projets. Et pour ça, ça prend des gens qui connaissent et la recherche et les milieux pratiques pour faire le travail de traduction, de médiation. Accès Recherche va permettre de développer le caractère laboratoire vivant d'innovation des rappels qui, notamment, à titre d'exemple, ont déjà des collaborations super intéressantes avec les agents d'amélioration continue de qualité. Eh bien, Accès Recherche pourrait aussi éventuellement permettre de faciliter les liens entre recherche et qualité. Alors, quelle est l'offre de service d'Accès Recherche? Alors, Accès Recherche permettra d'offrir une expertise conseil sur les méthodologies de recherche adaptées au milieu de pratique, permettra d'offrir des conseils et du soutien concret, ce n'est pas que du conseil livresque ou discursif, là, sur la réalité des milieux, alors en termes de capacité, en termes de sujets d'intérêt, en termes de population spécifique, de données disponibles, de bons moments pour accéder au terrain, etc. Permettra aussi d'offrir des conseils et du soutien opérationnel à la rédaction de protocoles et à un ensemble d'activités qui parfois requièrent la prise en compte du point de vue des acteurs de terrain, mais qui n'ont pas toujours le temps, évidemment, d'être autour d'une table pour répondre à toutes les questions des chercheurs. Cela risque de s'incarner concrètement, très concrètement, par du soutien au recrutement de patients, de cliniciens et de milieux cliniques. Alors, Accès Recherche, ce ne sera pas une banque de noms, hein. Ce sera une capacité opérationnelle accrue pour jouer un rôle d'intermédiaire entre des besoins de recherche et des besoins cliniques. Et on pense que par la mobilisation, le travail d'explication, dans les deux sens, hein, vers les chercheurs et vers les cliniciens, ben c'est ça que ça prend pour générer un engagement au recrutement. Aborder les cliniques sous l'angle d'une liste de noms, ça ne suffira pas. Il faut qu'on leur propose des retombées concrètes pour eux, pour l'accroissement de leur propre performance clinique. Et cela, ça prend des personnes, des médiateurs, des facilitateurs qui vont être capables d'expliquer les conditions de succès en termes de recrutement. La facilitation de la recherche peut aussi soutenir l'approbation éthique. Elle peut plus concrètement encore soutenir la réalisation du projet dans le milieu clinique. Alors, je tiens à dire que toutes ces dimensions-là de l'offre de service ne sont pas attachées entre elles. On peut prendre un petit bout à l'autre selon chacun des besoins particuliers des projets de recherche. Mais disons que ça peut aussi inclure un travail de réalisation très, très concret sur le terrain. Parfois, il est difficile pour un chercheur qui est loin d'avoir un bras opérationnel dans chacune des cliniques. Peut-être que les rappels peuvent lui fournir ce travail-là, un travail qui sera aussi adapté aux conditions locales, c'est bien entendu. Ça permettra aussi de faciliter la diffusion de la recherche
en tenant compte de l'ensemble des besoins des divers utilisateurs de connaissances. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a aucun doute sur le fait que les chercheurs sont préoccupés pour bien diffuser les résultats de la recherche, mais on pense que les rappels pourraient les accompagner parfois positivement dans la mise en œuvre de cette intention positive-là. Comment on parle aux cliniciens, à quel moment, dans tel contexte, il y a peut-être des particularités à prendre en compte. Et la diffusion de la recherche, c'est pas que des connaissances, des résultats probants qu'il faut diffuser, c'est peut-être aussi un ensemble d'actions qui feront en sorte que la connaissance sera réutilisée ou pas réutilisée, mais employée à des fins cliniques dans les milieux pratiques pour leurs propres besoins immédiats. Évidemment, production de lettres de soutien et production de devis qui pourront permettre d'établir les coûts pour réaliser toutes les actions requises à la réussite de la recherche. Alors, qui peut soumettre une demande à accès recherche? Les usagers qu'on vise par ce dispositif-là pourront formuler une demande au guichet d'accès. Dans le fond, c'est tous ceux qui bénéficieraient dans leur action d'un accès privilégié à la compétence des rappels. Pour le moment, on pense que le travail qu'on vous propose, l'offre de service qu'on vous propose, elle sera requise pour les projets qui vont concerner plusieurs rappels, mais il se pourrait que dans un avenir rapproché, qu'on ouvre cette réflexion-là sur est-ce qu'on peut répondre à des besoins plus ciblés sur un seul rappel, bien entendu dans le respect des dynamiques locales qui incluent les particularités de chacun des rappels. Il faut noter que les cliniciens praticiens dans ces cliniques bénéficient déjà d'un appui des rappels, de ressources concrètes, mais ces ressources-là ne sont pas en quantité suffisante pour répondre à tous les besoins. D'où l'importance de générer de nouveaux revenus pour augmenter la capacité des rappels à répondre aux besoins de tout le monde. Et ce faisant, on pense qu'on crée un cercle vertueux qui aura de nombreux effets systémiques pour le développement de la recherche sur la première ligne et pour le développement d'un système de santé apprenant. Alors, qui peut soumettre? Je continue. L'ensemble des utilisateurs potentiels de la plateforme est bien entendu cette communauté-là, elle est diversifiée. Ça peut être des chercheurs du Québec, mais aussi hors Québec, qui vont s'intéresser à la première ligne directement ou indirectement. C'est bien entendu que le guichet d'accès et les rappels vont faire un travail de tri, c'est-à-dire que tout n'est pas possible à court terme. Toute recherche n'est pas dans les priorités du terrain. Donc, l'appétence, la faisabilité, la pertinence pour les cliniciens et les cliniciennes, les pratiques, demeurera un critère important d'accès aux services offerts par Accès Recherche. Les cliniciens eux-mêmes, les résidents, les résidentes pourront aussi formuler des demandes de soutien, tout comme les étudiants de deuxième et troisième cycle. Alors, vous comprenez bien qu'il y a ici des utilisateurs potentiellement payants et donc qui sont pas payants ou peu payants, là. Et donc, l'Accès Recherche tiendra compte de cette pluralité d'acteurs, d'utilisateurs potentiels d'Accès Recherche. Les décideurs, il y a aussi des grands organismes qui peuvent demander un soutien de la part d'Accès Recherche pour agir en contexte de première ligne, incluant des organismes à but lucratif ou des industries. Encore une fois, je souligne qu'on n'a pas d'opposition de principe à l'égard de la recherche privée en première ligne, mais elle a bien entendu des conditions de réalisation, de faisabilité, de pertinence qui seront évidemment adaptées à ce contexte-là. Alors, comment soumettre une demande? Il y a un site Internet qui est déjà fonctionnel, qui vous donne accès à un formulaire en ligne qu'on veut le plus simple possible pour la première phase. Ce formulaire-là est déjà accessible sur le site Internet. Et ce formulaire-là permettra au rappel, au guichet et au rappel qui anime ce guichet-là,
d'abord d'analyser l'admissibilité de ce projet-là. Surtout, et ce sera un moment important dans le processus d'accès, il y aura une analyse de pertinence, de faisabilité. Alors, on ne fera pas d'évaluation scientifique, c'est pas des comités de pairs, hein, c'est vraiment ce projet-là, est-ce qu'il répond aux besoins de la première ligne, puis est-ce qu'on a la capacité d'y répondre avec efficacité? Il y aura une estimation des coûts de fait et il y aura par la suite un travail de consultation, de mobilisation des cliniques qui sera en phase, évidemment, avec ce qui aurait été convenu avec le client, dans le fond, avec l'utilisateur de la plateforme. Vous comprenez bien que c'est un processus qui n'est pas aussi rapide qu'une entreprise privée. Il y aura des étapes multiples, il y aura de la réflexion, il y aura des va-et-vient entre le demandeur et ceux qui pourront éventuellement répondre à la demande. On pense que ce va-et-vient-là, il est incontournable dans le contexte de la première ligne. Accès Recherche ne sera pas un donneur d'ordre. Il va garder la valeur de la facilitation. Et cette facilitation-là vers la recherche et vers les cliniques requiert du temps. Néanmoins, on veut faire en sorte que les étapes, au moins les premières étapes, soient les plus serrées possibles pour que les chercheurs aient un input rapide sur le caractère potentiel ou le potentiel d'efficacité de notre service pour leurs besoins. Mais vous comprenez bien qu'il y aura quand même du va-et-vient parce que chaque projet de recherche a ses particularités et qu'il faut évidemment discuter avec les partenaires de terrain. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que tout cela a été clair. On est là pour répondre à vos questions. J'ai quand même envie de vous donner 2-3 petits mots de conclusion. D'abord, vous avez remarqué dans votre petit tableau, dans votre petit tableau de bord, là, la présentation PowerPoint, elle est disponible. Vous pouvez la télécharger ou la consulter. Je voulais attirer votre attention sur ce qu'Alain Vanas a dit en introduction sur l'importance de la trajectoire dans la suite du développement de l'unité. Alors, vous comprenez bien que penser trajectoire, c'est forcément penser première ligne. Il y a toujours un temps où la première ligne est un acteur important. Donc, dans ce sens-là, les évolutions que connaît l'unité soutien sont pour nous tout à fait adéquates à ce qu'on propose aujourd'hui. Et dernier mot, puis je mettais vraiment après, pour vous dire que on a d'autres ambitions. On pense que lorsque l'accès recherche sera à pleine capacité, nous aurons la capacité de positionner Québec à l'échelle internationale comme un acteur important, intéressant pour la recherche en première ligne. Le modèle PBRN qu'évoquait Jean-Sébastien Paquet tout à l'heure est un modèle porteur, mais il requiert davantage de capacités opérationnelles, davantage de ressources financières. Et on pense que l'avenir est positif grâce au développement de cet accès recherche qu'on espère utile pour vous. Donc, je vous retourne la parole et je crois que c'est Mélanie Anne qui va animer la discussion. Oui, merci. Merci beaucoup à tout le monde là, de vos présentations. Donc, on ouvre aux questions. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez soit lever la main, je vous rappelle, ou sinon écrire dans la boîte questions là, les questions que vous voulez qu'on pose au présentateur. Mais tout d'abord, je voudrais peut-être juste lancer une question à vous, juste pour comprendre un peu comment vous entrevoyez la cohabitation de cette plateforme Accès Recherche avec les relations existantes qu'ont les équipes de recherche avec certains des GMFU. Et comment vous voyez cette cohabitation là, dans le futur pour des futures demandes de subventions? Sans aucun problème. Évidemment qu'on ne crée pas un guichet unique. C'est une offre de service. Parfois, elle sera utile pour un projet, une équipe. Parfois, elle ne sera pas utile. Puis évidemment, les acteurs en recherche pourront encore développer leurs propres relations, c'est bien entendu. C'est une offre de service supplémentaire qu'on pense utile parce que les rappels ont une compétence rare et qui mérite d'être valorisés, d'être reconnus, d'être utilisés. Excellent, merci. On a
On a Antoine Droux qui pose la question simplement, qui seront les individus, les équipes qui vont apporter ce soutien, qui sont derrière Accès Recherche, d'où proviendra l'expertise qui est proposée? Oui. Alors, dans les rappels, aujourd'hui, il y a déjà des acteurs qui font ce travail de facilitation-là. Et donc, la compétence, elle est déjà là. Le réseau 1 les soutient très concrètement en termes d'accroissement de compétences. Par exemple, vous savez peut-être pas, mais il y a un congrès annuel des facilitateurs de recherche en contexte PBRN dans le cadre de NAPCRAC, si je me rappelle bien. Donc, on soutient leur formation, etc. La compétence, elle est là en termes de qualité. Elle n'est pas là en termes de capacité, en termes de nombre. D'où l'importance, on pense, pour le bien commun de l'ensemble du Québec. C'est pas pour le réseau 1, mais c'est pour l'ensemble du Québec. On pense que si on réussit à générer de la capacité budgétaire supplémentaire par le guichet d'accès qu'on vient d'évoquer, on va être capable de faire en sorte que demain, qu'il y aura 2, 3, 4, 5, 6 personnes de plus dans chacun des rappels qui pourront faire ce travail-là. Je pourrais, compte tenu de qui nous pose la question, je pourrais aussi souligner une condition qui est nouvelle au Québec. Là. Le gouvernement du Québec a eu l'intelligence, la pertinence d'implanter une cinquantaine d'agents d'amélioration continue de la qualité au Québec. Il y a ce bassin-là d'acteurs. Il y a au Québec 1, 2, 3 personnes par rappel qui font le même travail, mais en facilitation de la recherche. Imaginons un Québec où il y a des ACQ partout, pas seulement dans les GMFU, mais dans l'ensemble des GMF, avec pas autant, mais davantage de facilitateurs de recherche. On vient de créer une condition extrêmement favorable pour qu'il y ait un continuum qualité et recherche puissant. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un enjeu de compétence, c'est un enjeu de capacité budgétaire, pour mieux répondre aux besoins de l'ensemble de la recherche en première ligne. Et une question qui nous vient un peu en lien avec ça, qui vient de Marie-Claude Roy et qui dit comment entrevoyez-vous le rôle des agents d'amélioration continue de la qualité dans la plateforme Accès Recherche et comment est-ce que vous voyez qu'ils vont participer dans les différents GMFU? Oui. Il est bien entendu que notre travail à court terme, c'est de lancer efficacement la plateforme, l'Accès Recherche. On essaie d'éviter le mot plateforme, mais on l'a rentré un peu profondément en nous, là. Pour la recherche, notre mission est davantage recherche, mais une recherche dont on postule la nécessité qu'elle parte directement avec les ACQ. Alors, on va pouvoir, je pense, à terme, avec eux, là, évidemment, on ne fera pas ça sans eux, là, on va pouvoir développer une capacité d'interaction accrue entre les facilitateurs de recherche et les facilitateurs pour l'amélioration continue de la qualité. Ils pourront être des demandeurs aussi d'appui. On ne s'entend pas que ce soit une source de revenus, mais c'est peut-être une source d'idées, une source de besoins, etc. J'imagine qu'un grand nombre de personnes au bout du fil actuellement savent déjà à quel point qu'il y a des idées intéressantes qui se brassent sur le terrain autour des ACQ. On sait aussi tout le monde que ces idées-là vont avoir des effets positifs, mais qui vont générer de nouvelles questions. Et le guichet d'accès va pouvoir permettre de mettre en dialogue des acteurs qui auront des idées avec des acteurs qui ont des moyens. Merci. Il y a Antoine Gros qui ajoute, juste pour information, que le ministère a aussi récemment injecté 10 millions récurrents sur 3 ans pour soutenir les pratiques de proximité en général dans l'esprit des ACQ en GMFU. Donc, il voulait juste rajouter là, cette information-là. Tout à fait. Tout à fait. On est plusieurs à bouger dans le même sens et on pense que ce qu'on propose là est tout à fait en synergie là, avec ce qui vient d'être dit. On n'a pas parlé des deux instituts, mais les deux instituts de recherche en première ligne pourront aussi trouver une place, trouver un avantage à cette offre de service-là. Il y a Michel Dugas qui pose la question, est-ce que vous avez des plans d'inviter les GMFU non universitaires? Et si oui, dans quelle mesure et comment vous entrevoyez ça? Alors, la réponse est oui.
mais je mets un gros bémol là. Actuellement, notre capacité réelle est de soutenir les GMF universitaires. Et on ne veut pas être des acteurs qui vont saupoudrer. C'est peut-être une tare québécoise. Il y a eu beaucoup d'efforts de saupoudrage qui n'ont pas eu beaucoup d'effet, là. On veut rester dense sur les GMF universitaires. Par contre, on veut tranquillement, un par un, développer des liens avec, il y a déjà des liens qui existent, on veut intensifier des liens avec 1, 2, 3 GMF non U, mais on pense que Accès Recherche a le potentiel de générer de nouvelles ressources qui pourront par la suite permettre une intensification de cette intention-là. La question aurait pu aussi être posée sous l'angle des acteurs de première ligne qui ne sont pas des GMF. Et j'ai la même réponse. On reste dense sur les GMFU, mais on veut s'ouvrir sur l'ensemble de la première ligne. Mais pour faire ça, pour éviter le saupoudrage, ça prend un dispositif qui va accroître la capacité opérationnelle des rappels. Et donc, ce sera un effet positif éventuel du cercle vertueux dont on parle aujourd'hui. Merci. Il y a François Fournier qui vous demande, est-ce que ce serait possible de fournir un exemple concret du genre de demande qui serait admissible via Accès Recherche? Oui. Puis peut-être que je pourrais donner la parole à Jean-Sébastien par la suite qui pourrait illustrer, mais prenons par exemple un réseau thématique qui a une grande étude pan-canadienne et qui a besoin d'accéder à 8 cliniques au Québec. Le chercheur principal a peut-être des contacts avec des cliniques, mais peut-être pas. Et il pourra faire une demande à Accès Recherche, par exemple, d'identifier des cliniques potentiellement intéressées, d'identifier les bons incitatifs pour que le projet se réalise. Peut-être qu'il n'aura pas envie de payer un professionnel de recherche qui va aller à Bécomo une fois, mais peut-être que le rappel Laval aurait cette capacité-là. Donc, vous voyez, je vais donner un exemple ici d'un acteur qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup de moyens financiers, mais peut-être pas beaucoup d'antennes sur la réalité concrète des cliniques. Ça pourrait être aussi des besoins plus petits. Ça pourrait être au contraire un acteur plus modeste qui n'aura pas la capacité d'avoir, qui a des ressources financières, mais qui n'a pas la capacité d'entraîner quelqu'un sur un objet pointu pour quelques entrevues, par exemple, ou quelques collectes de données. On pourra répondre à ce besoin-là à la hauteur de ses moyens. Peut-être que Jean-Sébastien aurait des exemples à nous partager? En fait, Yves, est-ce que tu veux que je mentionne des projets donc, qui ont déjà fait des demandes? Ça peut être ça. Ça peut être ça. Donc, un exemple, un projet qui est sur d'un autre réseau de la douleur, donc qui nous a contactés, qui veut faire de la collecte de données à travers des différents GMFU au Québec. Donc, au lieu d'aller à la pièce, voir chacun des rappels, puis voir chaque particularité, a demandé à la plateforme Accès Recherche, ou en tout cas l'hybride au début. Là. Puis en fait, c'est qu'on s'est rencontrés les 4 directeurs de chaque rappel. On a discuté du projet et de la faisabilité, de qu'est-ce que la particularité de chacun de nos réseaux. Donc, ça, c'est un genre de projet c'est un exemple de projet qui se discute actuellement. Le point important ici, c'est que chaque réseau a ses particularités et chaque GMFU a ses particularités également. Puis, donc, le rôle du rappel, c'est que nous, on connaît bien notre milieu, notre terrain. Et puis, nous, on peut d'emblée dire ça, c'est sûr que ça ne marchera pas bien ou ça, oui, ça va marcher de façon efficace. Donc, on peut donner des conseils aussi pour modifier les protocoles, sachant très bien que même si le protocole est très bien fait scientifiquement, que concrètement, ça ne se réalisera pas parce qu'on sait que des exemples, je dis, par exemple, des collectes de données qui impliquent beaucoup de temps de cliniciens va être beaucoup plus difficile à réaliser
que d'autres projets où il y a vraiment quelqu'un qui vient dans le milieu, qui fait tout le travail, puis qu'à ce moment-là, les cliniciens n'ont pas trop à s'investir. Donc, mais c'est des détails, mais il peut y avoir des millions d'exemples là, comme ça. Merci. On pose la question aussi, Louis Trinquette qui pose la question, est-ce que l'accès va se faire via un consentement qui va être donné? Est-ce que ça va être géré par l'entremise des rappels, par l'entremise des DSP, de la CAI? Comment est-ce que vous entrevoyez l'arrimage d'Accès Recherche avec le consentement à partir? Oui. Dans le fond, l'accès recherche va travailler, dans le fond, ce qu'on appelle la convenance institutionnelle, si je peux dire. On va créer des conditions d'un engagement des cliniques et des cliniciens à participer. Après, chaque étude aura ses propres conditions d'accès au consentement à participer à la recherche. Dans l'offre de service d'accès recherche, il pourra y avoir du soutien éthique, du soutien au consentement, mais il n'y aura pas de consentement universel, il n'y aura pas de... Nous, on ne remplacera pas les comités d'éthique, là. On va accompagner le chercheur dans son travail en la matière. Parfait, merci. Une question qui vient de Marc-Claude qui avait avant posé la question sur les AACQ. Au niveau de quel genre de support ou de formation est-ce que vous entrevoyez pour supporter les agents d'amélioration continue de la qualité dans l'implication avec Accès Recherche? Alors, si je comprends bien la question, c'est maintenant qu'on lance Accès Recherche, est-ce qu'il y aura une stratégie pour accompagner des acteurs, des utilisateurs potentiels? La réponse est oui. On a quelqu'un qui travaille avec nous actuellement, Nisrine, qui a pour mission de développer des outils pour accompagner la mise en œuvre d'Accès Recherche. Il y aura une stratégie aussi de diffusion de l'information qui pourrait inclure peut-être un peu de formation. Il y aura un lancement public, il y aura des activités pour les éventuels utilisateurs comme les réseaux ou les centres de recherche, etc. Donc oui, il y aura beaucoup de choses à venir. C'est la première activité publique qu'on fait aujourd'hui. C'est le premier moment où on sort de notre coquille pour parler de ce projet-là. Si je peux rajouter, l'unité de soutien a beaucoup d'expertise et je dirais, de produits déjà prêts là, pour faciliter la formation, comme en webinaire, des offres de formation sur la recherche accès patient, sur des méthodes, a aussi beaucoup développé des outils, comme des outils pour les PREM, les PROM, donc l'expertise et le coffre à outils que l'unité de soutien a développé va être au service de l'Accès Recherche. Ça me permet d'ajouter un point que j'ai un peu minoré, là. Une des compétences des rappels, c'est justement à agir dans une perspective, dans une culture de patient partenaire. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs sont assez d'accord avec cette valeur-là, mais la compétence à le faire concrètement dans le contexte des cliniques, ça, c'est autre chose. Donc, c'est un des services qui peut être offert en appui, notamment sur la compétence qu'Alain vient d'évoquer. On peut soutenir les acteurs de recherche qui veulent sincèrement inclure du patient partenariat dans leur dispositif, mais qui n'ont pas toujours tout ce qu'il faut pour le faire. On peut soutenir aussi tout ce qui est là, la revue de littérature, la mise à l'échelle, des analyses économiques. Donc, on a quand même, je pense qu'on va réussir à pouvoir produire une offre autant au niveau de la capacité de faire d'accompagner des chercheurs dans les milieux que de les soutenir aussi là, scientifiquement. Et la réponse des participants est vraiment que c'est une approche très intéressante, très motivante. Là. Il y a plusieurs personnes qui écrivent vraiment merci de cette initiative. Peut-être au niveau plus logistique, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du temps de réponse que vous entrevoyez et peut-être nous donner un exemple de coût
qui pourrait être relié à une demande, là, vraiment plus du côté pratico-pratique d'utiliser Accès Recherche. Oui. Alors, on est à nos premiers balbutiements. On a quelques délais qui ont été fixés, qui vont se préciser avec les premiers cas en usage. On a déjà 3 cas actuellement qu'on traite. Le plus important à court terme, c'est d'avoir un guichet, une analyse d'admissibilité qui est rapide et une analyse de pertinence et de faisabilité qui est rapide. Et ça, on pense pouvoir faire ça on pense pouvoir faire cela en quelques semaines, 3-4 semaines. Là où on est un peu plus incertain, c'est autour de la phase 3, de la phase 4, parce qu'elle est toujours dépendante du projet et des cliniques qui vont être sollicitées. Et ça, pour l'instant, on n'est pas capable de bien répondre à cette question-là. Sur les coûts, c'est aussi difficile à répondre parce que chaque type d'action ou d'activité risque d'avoir un coût particulier. Ce qu'on peut quand même vous dire, pour être bien transparent, c'est qu'on veut qu'il y ait le prix coûtant du temps de travail va être là, mais majoré d'un surcoût pour permettre aux rappels de faire leur travail de mobilisation. Et le travail de mobilisation, ce n'est pas qu'un travail qu'on fait de manière ad hoc pour un projet. Il faut voir les gens, il faut les connaître, etc. Donc, il y a une part de coût qui va être qui va être moins attachée, là. C'est pas qu'un service de main-d'œuvre qu'on propose, hein. C'est vraiment une stratégie plus globale qui va avoir de l'effet plus large qu'une recherche à la fois. Peut-être, pour conclure cette réponse qui était un peu courte, là, je n'ai pas encore tous les détails sur les coûts un par un, mais dans les prochaines semaines, on va être capable de les rendre plus disponibles parce qu'on aura ces 2-3 premiers cas d'expérimenter en contexte réel, si je peux dire. Alain, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Juste pour dire que c'est clair qu'au début, il va y avoir un certain coût d'infrastructure qui vont être défrayés là, par les subventions. Mais le but, c'est qu'à long terme, au fur et à mesure que l'accès recherche va devenir fonctionnel, c'est d'atteindre une pérennité parce que les subventions ont toujours une fin, mais on ne veut pas qu'accès recherche ait une fin avec les subventions. Donc, le but, c'est d'aller vers une capacité de devenir périn et autonome. Et puis peut-être une question qui est peut-être plus adressée à Jean-Sébastien, mais quelle est la réponse que vous avez en ce moment sur le terrain auprès des cliniciens qui entendent parler de cette initiative-là? Et quelle stratégie vous entrevoyez prendre pour embarquer le plus de gens possible dans ce beau projet-là? Oui, en fait, c'est ce qu'on fait par rapport à l'engagement des cliniciens en recherche. Ça, c'est notre pain quotidien. Donc, nous, on rencontre les responsables de chaque milieu à peu près toutes les 2 mois. Donc, actuellement, c'est la façon de faire. Donc, on présente des projets. Donc, il y a beaucoup d'hétérogénéité à travers les milieux. Il y a des milieux qui participent déjà à beaucoup de projets. Il y en a d'autres qui ont de la place pour plus de projets. Le concept accès recherche, en fait, comme tel, va être présenté officiellement. Là. Donc, aujourd'hui, c'était la première vraie présentation. J'en ai déjà glissé des mots. En fait, les gens, ce qui les inquiète toujours dans les projets de recherche, c'est d'être accompagnés, d'être soutenus au niveau des cliniques. Donc, nous, j'ai préparé le terrain. La dernière rencontre, j'ai demandé au milieu qu'est-ce qu'eux ont besoin, qu'est-ce qui ferait que les milieux participeraient à des projets de recherche de façon plus importante. Donc là, chaque responsable a fait ses devoirs, m'a remis leurs conditions de qu'est-ce qu'eux auraient besoin, qu'est-ce qui motiverait les troupes, et j'ai transmis ça à Réseau 1. Donc, de savoir que les milieux sont écoutés par Réseau 1, je pense que c'est bien reçu. Donc, je pense qu'en écoutant, c'est en écoutant le terrain que ça va être la clé du succès là, pour les projets. J'aimerais compléter, mais sur un autre niveau logique. J'aurais dire plus concrètement ce qu'Alain vient de dire, Alain Vanasse, en soulignant que Réseau 1 a mis beaucoup plus d'argent dans les rappels
depuis un an. Et l'unité a mis aussi des ressources budgétaires pour bien lancer la plateforme pour les 2 prochaines années ou les 18 prochains mois, là. Et donc, on a une condition favorable unique qui ne se reproduira pas éternellement. Et donc, on est devant des conditions favorables pour lancer le mouvement, mais le mouvement devra s'autonomiser dans les prochaines années. On est confiant, mais c'est une nécessité absolue. Merci. Et peut-être juste pour clarifier, la dernière question qu'on avait, c'était vraiment, je crois qu'il y a peut-être une méconnaissance du rôle des facilitateurs de recherche dans les rappels. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous parler très brièvement particulièrement de ce rôle-là et de la capacité qui est existante là, en ce moment? Je pense que Jean-Sébastien peut répondre mieux que moi. Donc, comme dit Yves tout à l'heure, c'est que on a un problème de nombre. Mais si on parle de la qualité, le facilitateur va aider à faire des protocoles de recherche ou à encadrer en fait le protocole de recherche, va aider au niveau des demandes de subventions, va coordonner un peu les activités au niveau clérical, là, au niveau justement, quand on a fait plusieurs demandes de subventions, les chercheurs vont contacter les coordonnateurs, il va y avoir des demandes de services qui sont faites. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail qui pourrait être libéré de ce type-là pour être redirigé vers la plateforme pour que les facilitateurs fassent leur vrai travail. Donc, c'est-à-dire, c'est des gens qui ont des connaissances scientifiques pour des protocoles, pour des projets de recherche et des connaissances du terrain. Personnellement, j'ai eu des belles expériences dans les années antérieures avec les coordonnatrices, donc qui m'avaient aidé à monter des beaux dossiers. Donc, c'est cette qualité-là qu'on veut continuer à donner aux membres du rappel. Par contre, c'est sûr que si on enlève les tâches cléricales et qu'on augmente les capacités de faire ça, donc on pourrait encore plus aider les gens. Merci à vous trois de votre présentation et vraiment la réponse des participants est très positive. Les gens ils disent merci et que c'est très intéressant, très motivant. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous suivre de près pour la suite du projet. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Juste vous rappeler que notre prochain webinaire est le 21 février. Il va porter sur un outil qui permet vraiment de réfléchir à l'impact de la recherche. Donc, comment est-ce qu'on peut réfléchir dès le départ notre recherche pour avoir un impact véritable sur le système de santé, sur les pratiques de première ligne et vraiment pour planifier le transfert des connaissances dès le départ. Donc, ça va être une présentation très, très intéressante. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. N'oubliez pas que tous nos webinaires sont enregistrés et disponibles sur YouTube. Donc, s'il y a des collègues qui auraient voulu assister aujourd'hui qui n'ont pas pu, ce sera disponible. Vous serez notifiés lorsque ce sera mis en ligne. Si vous n'êtes pas déjà membre du Réseau 1, donc je vous invite à le faire. C'est assez rapide et c'est gratuit. Par le fait même, ceux qui sont membres auront reçu aujourd'hui la diffusion de notre programme préliminaire pour la journée scientifique du Réseau 1, donc qui aura lieu le 12 juin. Donc, un programme qui s'annonce très, très intéressant. Je vous invite à aller le voir et à vous inscrire dès maintenant. Si vous avez une idée de webinaire que vous aimeriez présenter, une initiative que vous avez, n'hésitez pas à nous écrire. On est toujours ouvert à entendre vos idées. Et puis, vous allez recevoir dans quelques minutes un sondage sur la présentation d'aujourd'hui sur le webinaire. Donc, prenez quelques minutes. C'est vraiment très court, mais on aime toujours vous entendre, avoir vos commentaires, vos réflexions sur le contenu et aussi sur le format. Donc, je vous invite à prendre quelques minutes pour nous faire part de vos réactions, de vos réflexions. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.